Au calme. Observez bien. Observez bien. Hein? Richard, ah, stop. Portez. Oh. Une charge en 12 temps, 18 mouvements. Chargez. Vos armes. Ouvrez le bassinet. Prenez la cartouche. Déchirez la cartouche. Avancez. Fermez le bassinet. Passez là. À gauche. Cartouche dans le canon. Tirez la baguette. Ouvrez. Remettez la baguette. Portez. Oh. Apprêtez. Oh. Shoot. Feu. Oh. Chargez vos armes. Fermez le bassinet. Portez. Oh. Reposez. Oh. En place repos. Garde à vue peloton. Portez. Oh. Là, au bras. Portez. Oh. Troisième. Tête. En avant. Marche. Peloton. Halte. Portez. Oh. Demi-tour. Droite. À droite, alignement. Fixe. En avant. Marche. Halte. Demi-tour. Halte. Premier rang. Deux pas en avant. Marche. Reposez. Hop. Inspection des armes. Baguette. Dans le canon. Là, les soldats ont tiré. Voir si tout est bien parti.
Là, par exemple, le soldat a son livret de service. Avec dedans, il marque son matériel et ce qu'il a fait dans ses campagnes. Portez! Hop! À la fois à gauche, à gauche! En avant! Marche! Je n'insisterai pas. Mon ami Gaël vient de le dire sur le caractère symbolique, le caractère emblématique de la Villa Masséna pour des gens du souvenir napoléonien, c'est évident. C'est un peu notre maison et elle l'est devenue effectivement. Et je tiens à remercier en particulier Gaël Moffly, avec lequel nous travaillons depuis déjà quelques années, notamment dans le cadre des Journées impériales, mais au-delà même, puisque tous les deux nous avons en fait, il faut le dire, n'ayons pas peur des mots, le culte des deux empires. Et nous sommes même des affidés à la fois du premier et du second. Gaël, sur le second, a écrit un ouvrage que je vous recommande, sur Napoléon III. Alors, ça c'est la première observation. Je poursuis en disant que notre ami Jean-Pierre Barbereau, c'est plus qu'un ami, c'est un complice, n'ayons pas peur des mots non plus. J'ai des magistrats, donc le mot complice ne me gêne plus, aujourd'hui je suis en retraite. C'est un complice. Nous sommes coupables de faire des tas de choses ensemble et de les faire, je dirais, très souvent même. Donc Jean-Pierre, également, je tiens à te remercier parce que il y a 28 ou 29 délégations du souvenir napoléonien en France. Je peux le dire parce que cela a été dit par les délégués qui étaient venus ici il y a 3 ans. Je suis envié parce qu'effectivement, c'est la seule délégation qui peut effectivement délivrer des prestations à la fois, Gaël, comme vous le disiez, prestations classiques, c'est-à-dire des conférences, des tables rondes, des spectacles, ce que vous voulez, ici, dans cette maison. Et Christian Estrosi m'habite un jour, elle est la vôtre. Donc Gaël, je tiens à vous remercier, et je voudrais vous remercier réellement, Christian Estrosi, pour son implication. Sans son effort, sans son travail constant, nous ne serions non seulement jamais ici, mais nous ne serions pas parvenus au niveau qui est le nôtre. Donc merci encore une fois. Deuxième observation, effectivement Gaël a souligné, à très juste titre, cette année 2020, c'est l'année Eugénie, puisque, nous l'avions dit lors d'une prestation précédente, c'est l'année, c'est la date anniversaire, c'est l'année anniversaire du décès d'Eugénie qui est morte en 1900. Et puis c'est l'année Napoléon III, au sens large, couple impérial, mais l'année du Second Empire, puisque Gaël vient de le souligner, c'est bien entendu l'année qui est celle qui rappelle le rattachement de Nice à la France, le retour de Nice à la France, et à cet égard, je crois que je peux le dire, Gaël, avec autorisation, le dimanche 18 octobre, le souvenir napoléonien donnera un de ses grands spectacles, nouveaux spectacles. On en a donné un sur Napoléon Ier, quel roman de sa vie, un second sur Napoléon Ier également, mais qui était sectoriel, qui est le vol de l'aigle, un sur Napoléon III, le Second Empire ou Napoléon III le bienfaiteur, et le dernier vous sera donné le 18 octobre, il y a à peu près entre 40 et 50 choristes, c'est la section des chœurs napoléoniens, il y a choristes, il y a les reconstitueurs qui seront présents, etc. C'est le retour de Nice à la France. Et Gaël, je crois savoir que une indiscrétion que vous avez laissé paraître, ce serait à l'opéra.
Donc je compte sur votre présence nombreuse, autant qu'elle pourrait être nombreuse, dans le cadre des règles sanitaires. Alors aujourd'hui, ça n'est pas. Aujourd'hui, nous sommes officiellement mercredi 19 août. Eh bien, pour nous autres napoléoniens, nous ne sommes pas le mercredi 19 août, parce que nous avons raté le samedi 15 août. Et le 15 août, vous le savez, c'est la date anniversaire de la naissance de l'empereur Napoléon Bonaparte. Et c'est en son honneur, c'est un hommage que nous voulons lui rendre, que nous délivrons aujourd'hui une petite prestation de danse du Premier Empire. Certaines de ces danses, on rapporte soit qu'il les aurait connues, soit même qu'il les aurait dansées. Pas forcément à la Villa Masséna, qu'il ne connaissait pas et pour cause, mais qu'il les aurait dansées probablement aux Tuileries. Donc c'est en hommage à notre empereur que vous allez assister à une prestation de danse. Je vous remercie. Lorsqu'on évoque Napoléon et l'Empire, les célèbres campagnes napoléoniennes viennent immédiatement à l'esprit. Rivoli, Wagram, Austerlitz, ainsi que son œuvre civile. En revanche, la vie de cour par rapport à la vie militaire est moins connue. Découvrir cette facette du Premier Empire permet de se replonger dans le faste de la cour impériale en imaginant et rêvant au bal donné en l'honneur de l'empereur Napoléon Ier, mais également à ceux donnés par ses sœurs. Toutes les époques ont connu leur part de création artistique, qui se sont déclinées dans les domaines littéraires, picturales et notamment musicales, avec les fêtes et les danses. Le Consulat et le Premier Empire sortent de l'époque des menuets de la royauté et adaptent de nouvelles figures en ligne, en rond et en quadrille. Les dames sont enfin libérées des lacets et corsets et peuvent évoluer avec plus de légèreté et de liberté. La période du Premier Empire ne demande pas cet engouement pour la fête. La danse devient même l'un des passe-temps favoris des Français, peut-être pour oublier le traumatisme de la terreur et de l'époque sanglante de la Révolution. Une véritable fureur de danser, que l'on qualifiera de dansomanie, gagne toutes les classes de la société, à la cour, en province et dans tous les villages de l'Empire. Une liberté retrouvée et une envie de vivre. Combiner les joies du plein air avec celles de la danse et de la musique, tel était le programme des jardins de plaisir parisiens. Et voilà pourquoi ils obtinrent tant de succès. Tivoli fut le premier. Fondé par les frères Ruggieri, il occupait les jardins de l'ancien hôtel Boutin, rue Saint-Lazare à Paris. 300 personnes pouvaient y danser. Frascati, grâce à sa situation particulièrement favorable et à sa belle terrasse dominant le boulevard au coin de la rue de la Loi, à Paris, devint rapidement l'établissement à la mode. Après Paris, toutes les préfectures et sous-préfectures de l'Empire français suivirent le mouvement. Le sacre de Napoléon Ier, le 2 décembre 1804, couronnement d'un homme, mais également couronnement de la nation qu'il a choisie, mettra en valeur musique, chant et danse. Les salons musicaux fleurissent sous l'impulsion de l'impératrice Joséphine, tant à la cour que dans sa résidence privée de Malmaison. Les princesses de la famille impériale donnent également le ton et servent ainsi la politique artistique de Napoléon. Musique, chants et danses
tiennent une grande place auprès des membres de la famille impériale, mais également auprès des principaux dirigeants du régime, voire des riches particuliers. Les fêtes seront brillantes, surtout chez Pauline, la sœur préférée de l'empereur, dont l'intérêt à la musique fut porté, comme souvent chez elle, par l'intermédiaire de l'amour, dont on peut citer les deux plus importantes victimes. Félix Bianchini, passé du rang de maître de chapelle à celui de favori, et Giovanni Pacini, jeune compositeur d'opéra, qui sera son dernier amour. Pauline mettra tout son art pour animer des soirées très courues par la bonne société de l'époque, notamment dans son château de Neuilly, où elle multiplie alors soirées musicales, bals et concerts. On aime à y danser avec grâce et désinvolture. Nous pouvons citer également deux danseuses qui se sont illustrées sous le consulat et l'Empire. Clotilde Malfleuret, qui fut danseuse à l'opéra, dont on vantait la virtuosité, mais aussi la beauté et la galanterie. Et Geneviève Adélaïde Gosselin, qui se fit remarquer par ses qualités d'excellente technicienne. En 1812, en se haussant curieusement sur l'extrémité des orteils, elle annonça ce qui allait devenir l'art de monter sur les pointes. Dans les bals, on pouvait rencontrer aussi des amateurs, comme le célèbre Trenitz. Son activité était double. Il enseignait la danse aux jeunes personnes et il conduisait la danse ou le bal selon le rituel de l'époque. Aujourd'hui, ce maître à danser va nous inspirer pour lancer le bal de l'Empire. Et comme il se doit, le bal va débuter par la marche d'entrée sur la musique de la marche de la garde de Leipzig.
avec l'élégance de la gracieuse Verdonnelle. On aime également adapter les danses populaires pour offrir des chorégraphies joyeuses et pleines d'entrain, parfois fantaisistes, lors de bals masqués, mais demeurant toutes empreintes de décence. C'est une colonne joyeuse qui va s'adonner maintenant à la badoise.
La fantaisie se poursuit avec la ronde des ducs. Napoléon est plus distant et mesuré vis-à-vis de ses amusements. Il est plus sensible aux musiques et marches militaires. Napoléon est davantage reconnu pour ses talents de fin stratège plutôt que d'habile danseur, il a pris néanmoins toutes les danses du répertoire de son époque, notamment après son mariage avec Marie-Louise. Pour briller en société et se procurer des succès de salon, il était impératif de savoir danser. Rondes et contredanses sont très appréciés pour leur côté aimable et enjoué. La contredanse de 1814 et le cotillon
n'échappe pas à la règle. Le cotillon est une danse de salon née en France au XVIIIe siècle. L'appellation proviendrait d'une chanson en vogue à l'époque. « Ma commère, quand je danse, mon cotillon va-t-il bien ?» Mais le cotillon est surtout une espèce de fantaisie récréative qui se dansait traditionnellement à la fin des bals. Les figures, nombreuses sous l'instruction d'un meneur, pouvaient mettre en scène quelques couples ou faire évoluer toute l'assemblée. Mais ici, nous vous proposons un cotillon plus épuré.
profiter de la fête, Napoléon sut faire appel à des maîtres de ballet et danseurs réputés pour l'organisation de fêtes publiques comme Marie-Auguste Vestris, Pierre-Gabriel Gardel ou Jérôme-Étienne Despréaux, les grandes vedettes de l'époque. Marie-Auguste Vestris fut un danseur réputé. Il brillait dans les bals et les salons, et en particulier dans celui de Madame Récamier. Napoléon en fit son danseur favori. Pierre-Gabriel Gardel dirigea la chorégraphie de plusieurs ballets dont il composait fréquemment la musique. Il donnait aussi des leçons de danse aux jeunes filles qui voulaient se procurer des succès de salon. Quant à Jean-Étienne Despréaux, chargé de l'organisation de fêtes publiques, il donnait des cours aux jeunes gens qui entouraient Bonaparte et organisaient des bals pour la haute société. Et pour faire honneur à ce premier empire, nous adressons un petit clin d'œil facétieux à Napoléon Ier, avec une valse à la mode à son époque, la valse des ducs. En pensant au maître à danser de l'empereur, Jérôme-Étienne Despréaux, qui eut quelque peine, peut-être, à faire valser l'empereur. Cette valse, qui fait partie du répertoire des danses du Premier Empire, est une danse en colonne sur un rythme en 3 temps.
ce qui deviendra le quadrille sous le Second Empire, qui est le type de divertissement le plus prisé par les participants. Danse de bal par excellence au cours du XIXe siècle, qui est une suite de 5 figures. Le quadrille permet aux danseurs de briller avec élégance, harmonie et bon goût. Nous allons vous présenter les 3 premières figures du quadrille français, devenues quasi canoniques. La première figure s'exécutait sur un très vieil air dont les premiers vers étaient « Le pantalon de Toinon n'a pas de fond ». On prit l'habitude, même dans les salons, de la désigner par les premiers mots de cet air, mais ce nom fut définitivement attribué lorsqu'en 1830, Louis-Philippe dansa cette figure en pantalon et non en culotte à la française. Le pas d'été qu'on dansait en 1800.
en souvenir d'une contredanse de Julien en 1802, dont la seconde partie imitait le gloussement de la poule. Nous avons le plaisir de vous présenter une danse un peu coquine aux cavaliers et cavalières de vis-à-vis. N'hésite pas à jouer de leur charme. La danse du charme.
crois qu'on peut les applaudir très fort. L'ensemble des danseurs avec Marguerite Guéballi, Marguerite Olivier Guéballi, Dominique Gauthier, Alain Serra, Dominique Gardel, André Nicolas, Pierre Sénéca, Francis Ardisson et Sylviane Ardisson qui est le maître de ballet qui vous a conté cette histoire tout le long de la soirée, qui l'a mis en scène et qui a fait que ce soir on puisse à la Villa Masséna se retrouver au niveau de l'Empire. Et puis vous avez vu, on avait les restaurants, les reconstitueurs, oh mon Dieu, je crois qu'il faut aller boire de l'eau. Chasseur 5e léger de Fréjus, avec Lorraine et Fabrice Saraco. Et puis Patricia et Daniel Musetti, Frédéric Alonso, qui est le chef de la section reconstitution. Tous ces personnes qui sont là vous ont fait passer cette soirée à l'Empire. Merci d'être venus. Merci pour eux. Et puis à très prochainement dans les soirées de la Villa Masséna. Merci à tous et n'oubliez pas le masque. Protégez-vous. Merci à tous et bonne fin de soirée. Mais en général, après une prestation du souvenir napoléonien, nous ne pouvons pas nous empêcher de crier 1, 2, 3.